La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD estival qui vide ses piles de BD. L'anguille est prospérité. Coucou les gens, c'est l'été, c'est la chaleur, la canicule, et comme à notre habitude, on a des tonnes de BD qu'on a lus, des BD qu'on n'a pas pu vraiment traiter au cours de l'année. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en compagnie de notre lecteur en série. C'est toi qui lis le plus vite de l'équipe. Un serial lecture. Serial lecture. Hannibal serial lecture. Hein, ça sonne bien comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Thio, salut Thio. Salut, dommage, il manque un petit verre de Chianti pour faire cette émission. C'est ça, mais, ouais, et un un petit petit foie grillé, mais bon. Non, ça va être sympa, je pense. Ouais, ça se passe bien ton été? Bah écoute, il fait chaud, on sent le sable chaud. Non, c'est pas vrai, je suis pas allé à la mer. Mais non, écoute, un bon été, sympa. Voilà, on va finir un petit peu la saison du One A Club. Enfin, où on démarre, je sais pas si cette émission ça finit. Ouais, ça c'est une introduction à la rentrée. C'est un début ou est-ce une fin, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, ça va être sympa. Voilà, donc moi je suis One A Pied. L'idée c'est que aujourd'hui, en gros, on a ressorti un gros paquet de bouquins. On se donne environ 1h30 pour traiter rapidement tous ceux qu'on aura le temps de traiter. Peut-être pas tout, on verra, là on en a moult. On est un peu... Enfin, je pensais qu'on était un peu à l'arrache et j'ai vu que Thio, lui, avait préparé les choses, ce qui n'est pas mon cas. Disons qu'il y a certains livres qui ont quand même presque 1 an et demi, 2 ans. Ouais, je sais. Il faut peut-être quand même que je me remémore certaines choses. Donc on sera un peu en impro. Pour ceux qui nous regardent, que ce soit en live, même si bon, on avoue qu'on n'est pas trop surpris que au milieu du mois d'août, un jeudi, en après-midi, ça manque un peu de monde, ou qui nous regarderont sur YouTube, sachez qu'on n'a pas forcément tous les albums, parce qu'il y en a certains qui circulent encore dans les prêts, et on vous mettra les images des couves derrière. Si vous aimez cette émission, si vous aimez le concept, nous avons un Tipeee qui s'appelle tipeee.com/la voix des bulles, qui vous permet de nous soutenir et qui nous permet donc d'acheter du matériel et plus de BD encore, voire à boire lorsqu'il fait chaud et que nous ne voulons pas souffrir de déshydratation. C'est important. Sur ce, je crois qu'on va pouvoir attaquer de suite en fait. Oui. Ça te semble pas mal. On attaque de suite. Et là, je vais lancer un titre au hasard. Je sais pas ce que ça va faire parce que j'ai un peu mal configuré mes trucs à l'arrache. On va voir. Donc, ça a lancé un jingle. Et je vais lancer tout de suite l'Okyukam car nous allons parler du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. De Jonas Jonasson, donc qui a l'origine du roman, de Taillefer, et je lis de super et Grégoire Bonne. Grégoire Bonne. Alors, Grégoire Bonne au scénario et Taillefer au dessin. Ok. Alors du coup, comme on n'est que deux, en fait, il y en a un qui a la technique, moi je suis à la caméra, et en même temps on va essayer de vous parler, donc voilà, soyez indulgents, on va faire ce qu'on peut. Comme d'hab, c'est un peu à l'arrache, mais ça passe toujours crème chez nous. Donc, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aujourd'hui, on est en 2005. On va fêter les 100 ans d'Alan Carlson à la maison de retraite de Malmköping. Et oui, j'ai fait 3e langue Ikea, où il finit ses vieux jours. Mais alors que le gâteau d'anniversaire est déjà prêt, que la petite fumée de la petite bougie, des 100 bougies en fait, surtout est en train de titiller le détecteur à fumée de la maison, de l'EHPAD, le vieux, lui, il est introuvable. Lui, il s'est cassé, il est parti par la fenêtre en charentaise, tranquillement, voilà, à la vitesse d'un mec de 100 ans. Et il va lui arriver tout un tas de trucs. Il va se retrouver à la gare routière, il va croiser un gars avec un joli perfecto, mais qui a une très très grosse envie de faire la grosse commission. Et donc, très gentiment, ce petit vieux va lui dire « Si vous voulez, je vous garde votre valise. » Donc, le gars va faire ses trucs, et quand il ressort, le vieux n'est plus là, il s'est cassé avec une valise. Sauf que dans cette valise, il n'y avait pas les sous-vêtements du jeune gars avec le perfecto. Il y avait 50 millions de couronnes suédoises. Yeah. Parce que le gars, il faisait partie du narcotrafic de Suède.
les narcotrafiquants suédois, très très gros cartel. On n'en parle jamais assez, mais effectivement, il faut quand même faire attention. C'est pour ça qu'ils sont balèzes. C'est parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle jamais. On les connaît pas. Ils sont vachement plus discrets que les autres. Donc notre vieux Alan va descendre à Beringe et se traîne donc jusqu'à la gare. Il va trouver un type qui va l'aider, lui ouvrir la porte pour lui dire écoute, je m'appelle Alan, j'ai 100 ans et j'ai fugué de mon EHPAD. Et du coup, le jeune gars va l'aider tranquillement, sauf que le gars avec le perfecto va les retrouver. Là, ils vont l'assommer, ils vont le foutre dans un frigo. Aux surprises, le lendemain matin, le gars dans la chambre froide, il a congelé, il est mort. Bon, et donc là, ils vont y avoir une sorte de grande cavale qui va être faite par nos chers amis pour essayer de retrouver donc Alan, les 50 millions de la couronne, le jeune, enfin, parce que forcément, qui est-ce qui va chercher Alan ? Les gens de l'EHPAD, il y a aussi les narcotrafiquants qui veulent leurs 50 millions de couronnes. Par un faisceau totalement improbable, le cadavre du fameux gars qui transportait les 50 millions de couronnes va se retrouver dans un endroit totalement exotique et qui n'a aucun lien avec le schmilblick, mais ça tient la route. Le pitch fait vachement envie. Graphiquement, alors donc, du coup, moi, ce que je vous dirais quand même, voilà, c'est qu'on a un Alan qui a 100 ans, mais il a vécu 100 vies, le gars. On pourrait faire une sorte de petit parallèle entre ce vieux qui voulait pas fêter son anniversaire et un petit peu Forrest Gump. On va rencontrer des grands, des petits de ce monde. On va avoir aussi une influence sur le monde qui l'entoure. Une influence sur le monde de la petite histoire locale, puis la grande histoire aussi, parce qu'il a rencontré des gens célèbres. Ce Alan qui a eu 100 vies. L'aventure est assez rocambolesque. Au niveau du trait, on va avoir un trait semi-réaliste à réaliste des fois, qui fonctionne bien. J'ai pas lu le livre, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Je ne le lirai sans doute jamais, mais je trouve qu'en tout cas l'adaptation, la BD en elle-même est sympa. C'est très divertissant, on passe un bon moment. Même si l'aventure est un peu barrée, ça marche. Voilà. Donc une bonne BD, peut-être à offrir. Voilà, ça peut être un petit truc à offrir sympa, sans trop se prendre la tête. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Ok. On passe maintenant à moi qui vais vous parler de Jungle Book, le numéro 2. On avait pas mal apprécié le tome 1 de cette réécriture du livre de la jungle, en mode contemporain, signé Anne Quanton, et qui était vraiment plutôt bien amené, plutôt original, avec comme particularité le fait que on est dans un monde post-apocalyptique et les personnages qui, dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, sont des animaux, ici sont des personnages anthropomorphes, parce que dans ce monde post-apocalyptique, les animaux sont devenus intelligents, ont des voitures, portent des vêtements. Ouais, ils conduisent, ils se font à bouffer. Voilà, des gens normaux, sauf que c'est des animaux. Mowgli fuit sa famille parce qu'il a peur de leur faire poser des soucis, et il va trouver refuge auprès de Kaa, un serpent qui n'a pas totalement fini sa transformation en humanoïde, et qui va faire bien méchamment le casse-couille, quoi, qui va faire en gros le mentor chiant, qui a l'air d'être là juste, je vais profiter de toi, je t'apprends des trucs, ok, pas de soucis, mais je vais profiter de toi en attendant, autant que possible, mais bien entendu, un petit attachement va se créer entre les personnages. Et s'ensuit du fait que Mowgli est recherché, que plein de personnes veulent le retrouver, qu'il y a les bandarlogs, alors c'est sorte j'ai pas trouvé l'animal exactement, c'est sorte de rat. Ouais, sorte de rat ou je sais pas. Voilà, qui vivent dans des ruines, mais qui travaillent en secret, ont des relations avec Shere Khan, et qui donc se disent on va peut-être pouvoir se choper cette gamine et en faire quelque chose. Et donc Mowgli se retrouve au milieu de tonnes d'aventures. J'ai passé un très bon moment. Ça s'éloigne un peu plus, je trouve, du roman original. Ce côté Kaa qui est vraiment, en tout cas, le mentor. Vas-y. C'est là en fait qu'il faut faire une petite différence, c'est qu'en fait, là, toi, tu penses le roman original. Oui, je pense au film. Tu penses au film. Je pense au film, effectivement. Alors, dans le film Disney, en fait, effectivement, Kaa est une petite raclure de bidet. Voilà,
un peu lâche, mais en fait, dans la vraie histoire, en fait, il est réellement un ami de Mowgli et il aide Bagheera et Baloo. En fait, c'est vraiment que, on va dire, quand ils ont fait le Disney, ils se sont dit, putain, on peut pas avoir que Shere Khan, le méchant. Il nous faut des sidekicks, il faut un peu rajouter. Donc, ils ont rajouté K. Mais K, en fait, dans le livre, n'est pas vraiment méchant. C'est plutôt un personnage qui aide Mowgli et qui est plutôt sympa. Et les bandarlogues, là, ils existent ou pas C'est l'autre nom des singes, je crois. C'est eux qui kidnappent Mowgli au départ avec le roi Louis. D'accord. Je crois que c'est eux les bandarlogues, il me semble. Il me semble dans l'histoire. Là, mais c'est toi le plus grand spécialiste de la littérature classique. Ouais, surtout. Ouais. Chez nous. Surtout Kipling, quoi. Ouais. Et voilà. Enfin, moi, je trouve que ça se démarque de ce que je connaissais, donc pour le coup, qui est le dessin animé, forcément. Ça marche vachement bien graphiquement. Anne Canton a un style qui s'affine, qui s'affirme. On voit que y a du boulot et que ça donne de plus en plus bien. On peut pas non plus s'empêcher de penser à l'influence que peut avoir c'est Van Eckersberg qui avait fait Gungo, où on retrouve, l'exemple que j'ai, c'est les têtes de chapitres, qui ont vraiment des gueules des têtes de chapitres de Gungo. Et ça marche très très bien. Il y aura un 3e tome qui sera le dernier. Et je pense qu'on en parlera dans l'émission tout à fait classique, parce que franchement on a passé un très très bon moment avec ce Jungle Book tome de Bandar de Anne Canton chez Dupuis. Nous allons donc pouvoir passer à la BD suivante. Thio, toi tu nous lâches maintenant encore un beau truc. Alors celui-là j'avais envie de le lire. C'est Seul contre Hollywood. D'après une histoire vraie. D'après une histoire vraie, tout à fait. On est en mai 1937. Patricia Douglas, âgée de 20 ans, vient de décrocher un rôle lors d'un casting à Hollywood. Étrangement, elle est mitigée sur l'opportunité. Sa mère est ravie. Elle dit « Oh, c'est trop bien, tu vas réussir ta vie et tout. » Mais elle trouve que c'est un peu étrange ce casting parce qu'elles sont 120 filles pour jouer le rôle d'une cowgirl en petite tenue. Mais bon, elles sont quand même rémunérées 7,50$ par jour, ce qui est un très bon salaire pour l'époque. Aujourd'hui, peut-être que ce serait pas pareil, clairement, mais bon. Et le jour J, donc Patricia va se retrouver dans un hôtel avec les autres filles, l'hôtel Roosevelt à Los Angeles. Les filles donc, ils sont conduites en bus après avoir été maquillées et habillées au studio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pendant qu'elles sont en coulisses, donc Louis Mayer donc, tient tout un discours sur scène car c'est la convention annuelle des studios du cinéma. Donc il précise, il annonce 14 millions de bénéfices, soit le double de l'année précédente, grosse année, donc du coup grosse année, grosse fête. Donc on amène les filles dans une salle de cabaret où elles sont mélangées aux invités, tous masculins bien sûr, et en lieu et place d'un rôle devant la caméra, il leur est demandé de servir un petit peu d'escorte et de donner à boire aux gens, de ne pas refuser ce qu'ils leur demandent, même s'ils sont très très lourds. Et donc justement, l'un des gars va justement un petit peu harceler notre chère Patricia, voire même du coup être très très lourd avec elle. Elle va le gifler, s'enfuir, il va la rattraper dans les toilettes et se passera ce qui doit se passer, malheureusement. Le sujet est intéressant justement de ce Seul contre Hollywood car il met en avant, on va le dire, le premier procès pour un scandale sexuel donc au cinéma. On est essentiellement en fait dans l'avant-procès dans l'histoire et dans le procès lui-même. On va dire les faits sont racontés très très vite en quelques pages et tout le reste de l'histoire c'est vraiment en fait juste le procès. Le parti pris de l'auteur au niveau du dessin est je trouve assez couillu quand même. Il a utilisé un trait qui est quand même je trouve très très brut, un peu gras. On est sur un dessin qui est semi-réaliste avec des grands aplats de monochrome de ton d'ocre, d'ocre gris. Et ça donne un ouvrage qui donne, je trouve, une vraie atmosphère au livre, un côté assez lourd. Je suis pas certain que ça plaira à tout le monde, ce dessin-là, mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment bien convenu. Ça a l'air bien collé avec l'ambiance aussi. Ouais, ça colle vraiment bien à l'ambiance, clairement. Attends, je suis un peu perdu en fait, j'ai sauté des lignes. Bien évidemment, donc avant le procès, on va avoir ça va être une longue descente aux enfers pour Patricia et sa mère, les coups bas, la corruption au sein de la police, on va dire que les petites mains et les petites gens, on va dire, sont bien peu de choses par rapport aux puissants. Et on va dire que les policiers qui vont essayer qui vont enquêter là-dessus vont pas dire mais comment ça mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est quelque chose de mal ce que ce monsieur a fait? Au contraire, il a très bien fait, c'est ce qui se fait normalement dans toute famille américaine.
Donc, moi je trouve que c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il nous montre que, même si donc la fin est malheureusement assez convenue, on va dire, même actuellement pour les procès pour viol, il nous montre bien, on va dire, que le sordide et la cruauté, on va dire, envers les femmes était déjà c'est pas une actualité récente, c'est plutôt un fait historique. Et je trouve ça pertinent, même si on a eu donc MeToo depuis, d'avoir des livres qui nous montrent en fait que cette réalité, elle était déjà existante avant, que c'est peut-être bien d'avoir commencé vraiment à en parler et de la mettre plus en lumière pour essayer justement que les choses changent. Ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les chapitres, les petites pages de chapitres justement pour passer les différents... Ouais, les différents passages d'actes. Alors il n'y en a pas beaucoup de chapitres, je crois qu'il y en a 3 en tout, donc, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé le dessin, et après effectivement c'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, avec un trait assez caricatural peut-être, pour certains. Mais ça a l'air intéressant au moins sur le côté historique, quoi. Oui, le côté historique est vraiment chouette, vraiment une bonne bande dessinée, et je trouve que c'est très sympa. Ok, eh bien, c'est Seul contre Hollywood, scénarisé, dessiné et colorisé par Alim chez Stenkis. Et je dois même pouvoir trouver le prix si je fais un clic ici qui va me dire qu'il coûte 20 €. T'as vu un peu ce travail de dingue. Et ben on va pouvoir enchaîner tout de suite de mon côté avec Fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Alors vous savez que j'ai un grand attachement à Télémaque, une bande dessinée de Kenny Ruiz au dessin et Kit Toussaint au scénario, avec Noiry à la couleur. On reparlera de Kenny Ruiz tout à l'heure parce qu'il y a un autre titre si on va assez vite. Sur lequel il a travaillé. Donc Fils du tonnerre, l'idée c'est de refaire une sorte d'histoire de Thor un peu humoristique, où on va le suivre en tant que gamin, avec toute sa famille de dieux nordiques, et voir tous les conflits qu'il va avoir autour de ça. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette BD, qui est un bon divertissement, une bonne BD jeunesse, qui est sortie dans un format vraiment format souple, l'idée de se faire un petit bouquin pas cher qu'on peut s'offrir et lire avec plaisir. C'est plutôt bien écrit, c'est marqué comme tome 1, ça peut appeler à une suite. C'est pas aussi... je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fouillé, un peu comme l'été Télémaque. C'est pas le cas. Mais en tout cas, ça marche bien, on passe un bon moment, on rigole bien. Quelques blagues qui sont plutôt amusantes. Puis si on aime la mythologie, puis le dessin de Kenny Ruiz, on y trouvera son compte. Surtout que là, Kenny Ruiz est parti sur un dessin un peu plus dans les crayonnés. Il travaille beaucoup plus sur du crayonné, un petit côté, alors je pense que au niveau des couleurs, il y a un côté qui fait un peu plus travail à la feutre à alcool, voire un peu d'aquarelle. Enfin, il y a un style graphique qui a l'air un peu plus lâché que ce que fait Kenny Ruiz d'habitude, où il est vraiment très très précis. Et moi, c'est un bon moment. Je pense que c'est que du numérique, mais effectivement, c'est l'effet qu'il a voulu donner. Voilà. Mais tu passes un bon moment, effectivement, avec le Fils du tonnerre, qui est quand même un bon gros bourrin, quand même. Oui. Et puis son demi-frère, forcément. C'est un bonnet, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, bonne série humoristique. Donc, t'as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu l'as lu, toi aussi? On passe un bon petit moment, ça fait une sorte de petite histoire sympa. Les rebondissements sont bien menés. La narration, il y a à la fois un petit peu des choses un peu drôles, du comique, tu rigoles, tu vois des bastons. C'est ça. C'est un petit côté un peu, du Astérix chez les dieux nordiques. Ouais, un petit peu, effectivement. Fils du tonnerre, Kit Toussaint, Kenny Ruiz et Noiry, qui est sorti chez Le Lombard. Et maintenant, tu vas nous parler d'une autre ambiance. Et là, on est quand même plus sombre. Hein. On est dans Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck. J'ai vraiment fait deuxième langue Ikea, je crois. Ouais. Philippe Thiraud et Damien Jacob. On est en mai 1769. Un homme ligoté et torturé dans une cabane de berger. 3 corses vengeurs dessinent un triangle inversé de couteau au couteau sur son torse et s'apprêtent à l'égorger lorsque, soudain, 5 individus vont faire irruption, armés d'épées, 20 ans plus tard, dans une ruelle crasseuse de Paris. Donc 20 ans plus tard, on est en 1789, merci Pierre. Ouais, je suis.
Une jeune voleuse est alpaguée par 2 brigands et elle s'empare d'un collier de perles qui venait de dérober et s'apprête à la violer. Lorsque soudain, un individu encapuchonné de noir apparaît. Il lâche la bride du loup qu'il tenait en laisse sur l'un des brigands et décapite l'autre d'un coup d'épée. Il laisse la jeune femme en vie. Le lendemain, la police est sur le lieu de ce double homicide, ainsi que Gabriel Joly, un jeune journaliste aux cheveux roux. Ce dernier tente d'extorquer des infos aux soldats, mais il rentre bredouille à la rédaction du Journal de Paris. De toute façon, son rédacteur en chef lui refuse obstinément la couverture des crimes et mystères de la capitale, exigeant de lui qu'il s'en tienne à la rédaction des critiques théâtrales. Gabriel démissionne et retourne investiguer sur le double homicide. En ce mois de mai 1789, le climat social de Paris est très tendu. On ne sait pas pourquoi, il s'est passé quoi à ce moment-là, je sais pas, mais... Et le peuple reproche au couple souverain de ses fastes et la paupérisation de la société. Donc, quelque part, effectivement, on est bien dans la révolution, mais ce n'est qu'une toile de fond de ce polar historique. Ce tome 1 est adapté donc, justement par le scénariste Philippe Thirault de la série de romans d'Henri Lovenbruck, qui introduit, je trouve, parfaitement la saga. Le contexte historique est tout à fait crédible, on a des dessins qui sont bien documentés de Damien Jacob, qui sont très jolis. J'essaie de tourner les pages en même temps que je fais la chronique, c'est pas toujours évident, les gars. Un petit peu de patience, surtout si je commence à remettre mes feuilles. On va avoir une intrigue qui va justement mêler plusieurs personnages historiques réels, et on va dire avec un trait qui va être un dessin semi-réaliste, qui va permettre, je trouve, une très très bonne immersion dans l'univers et dans l'histoire. On a un deuxième tome qui est en préparation. Moi, je dirais un bon petit polar historique au moment de la Révolution française. C'est une histoire complète ? L'histoire est complète, oui. Parce qu'apparemment, c'est une série d'enquêtes du personnage. C'est une série d'enquêtes du personnage, mais a priori, il me semble, de mémoire en tout cas, vu que je l'ai lu il y a quand même fort longtemps. Il est sorti quand ? Il est sorti en mai 2024, ça fait donc plus d'un an que j'ai dû le lire. Oui, je dirais oui, il me semble que l'histoire est complète et intéressante. Et donc il y a un deuxième tome qui est peut-être même déjà paru. Voilà, donc c'est sorti chez Phileas, avec comme titre officiel apparemment Les enquêtes de Gabriel Joly. C'est ce qui est noté sur BD Tech, je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Donc Philippe Thirault au scénario, Damien Jacob au dessin et à la couleur, adapté d'Henri Lovenbruck pour 19,90 €. Et l'aventure commence à corter quand même, c'est ça qui est important. Corter, non mais c'est la base, c'est la base, Corté. Tout part de Corté. Tout part de Corté. Voilà, moi je suis parti de Corté. Et d'ailleurs, tous les gens partent de Corté quand ils peuvent aussi. Les promeneuses... Attends, je vais d'abord le donner dans l'ordre. Faisons les choses dans l'ordre. Les promeneuses de l'Apocalypse. Le tome 6. Excusez-moi. Voilà, du manga. Déjà, on n'en fait pas souvent. Mais alors, pour qu'on aille jusqu'à un tome 6... C'est qu'on aime bien. Ouais. Ou alors qu'on nous les offre. Oui, un mélange des deux, parce que j'aime vraiment bien cette série. Alors, Les Promeneuses de l'Apocalypse, tome 6. Pour rappel, dans Les Promeneuses de l'Apocalypse, nous allons suivre une jeune fille accompagnée, je vais pas spoiler, c'est dans le tome 1, d'un androïde, qui essaie de partir sur les traces de sa sœur suite à une apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. En moto, et elles partent en moto faire le tour du Japon pour suivre un peu ce que mettait sur le pseudo Instagram la sœur de l'héroïne. Et on va revisiter plein de coins japonais qui te donnent très envie de visiter plein de coins japonais, en vrai. Tu te rends compte qu'il y a une diversité... En moto électrique. Oui, en moto électrique, oui. Tu te rends compte qu'il y a une diversité folle, en fait, sur le Japon. Et... à chaque fois, on va avoir une sorte de petites histoires assez courtes, qui sont en 1, voire 4-5 chapitres, qui vont nous présenter une mésaventure, une rencontre, qu'est-ce qui reste de l'univers. Petit reproche qu'on a fait à la série, c'est que ça avance pas super vite, qu'on a plein de mystères et qu'on sait pas trop où ça va. Mais ça fait 2-3 tomes qu'à chaque fois, il te balance le petit truc qui te donne envie d'en apprendre plus. Et c'est... Voilà, t'as envie, quoi. C'est assez énervant à ce côté-là. Là, je sais plus dans quelle région elles finissent par se balader. Au lac Inawashiro. Voilà, donc elles se retrouvent sur le lac. Ça doit être la région d'Aizu. Voilà, on connaît vachement bien. Bien sûr, écoute... Et Nagaoka. Aizu et Nagaoka, le chapitre 37. Je vais pas aller trop loin parce qu'après il y a un truc qui se passe. Ouais, il y a un truc qui se passe. On en apprend un peu plus sur... c'est le truc qui fait que cette sœur qui suit, on va peut-être avoir un truc, mais on va pas en dire plus, qui m'a surpris,
qui m'a un peu... voilà. Je rappelle que dans le tome précédent, elles avaient eu un très très bel arc où elles étaient avec, un autre androïde qui avait voulu essayer de les garder pour les protéger un peu contre leur volonté. Et nos personnages sont à la recherche de beaucoup de liberté. Et puis surtout... Il y a aussi il faut que tu parles aussi des rêves qu'elle fait. Ouais, voilà ce que je veux dire, les rêves. L'héroïne fait des rêves. Et ces rêves ont l'air un peu... sont étranges, mais on a l'impression qu'elle voit des choses qui se passent dans le monde. Dans le passé, comme si elle revivait les événements ou les lieux, en fait, dans ce qui s'est déroulé dans les lieux qu'elle visite. Donc commence à avoir un lien, un côté un peu fantastique qui se met en place, et ça marche bien. Le dessin est super sympa, on a un petit côté kawaii sur les personnages, mais un côté très réaliste sur tout ce qui est décor et véhicule, parce que je crois que... alors, c'est un dessinateur, je crois. Oui. Voilà, le dessinateur est à donf de moto, et se retape des motos non-stop. Il arrive à faire quelque chose... je trouve que c'est suffisamment bien écrit, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était une autrice. Parce que je trouvais que son traitement des personnages féminins était, pour du japonais, on va dire, très correct. Ça marche bien. On s'attache à ces deux personnages. Et on a envie d'en savoir plus et de voir si un jour ça va un peu plus avancer. Y aura-t-il une fin ? Ne le saurons peut-être pas de suite. Donc, c'est Les Promeneuses de l'Apocalypse, on est au 6e tome, c'est de Sakae Saito, et on peut c'est édité chez Doki Doki. Et on peut le trouver pour... non, j'ai pas le prix qui apparaît tout de suite là maintenant. 7,50 €. Voilà. À toi. Et Apocalypse. je vais vous parler d'Apocalypse, qui est paru chez Glénat, faite par Romain Pujol, dessiné par Saïd Sassine, qui revient donc après sa série Bonbon Super. Apocalypse, qu'est-ce que c'est ? Où qu'on est ? On est quelque part au milieu du Pacifique, on a un vieil avion qui s'écrase, un conducteur qui va bien s'en extirper, il a failli canner, et là, il y a une moufette qui vient le voir et qui lui demande si elle peut lui dessiner un mouton, et là, il lui dit non. Et, non, c'est pas ça, pardon, l'histoire. Il se retrouve, lui, il a une valise, une grosse mallette rose remplie de billets de banque, il a plusieurs millions de dollars, il croyait qu'il avait tout perdu dans le crash, mais en fait, non. Il a réussi à récupérer sa valise. Et là, il sursaute de peur parce qu'il y a une petite fille qui est à côté de lui et qui vole. Et il dit, mais tu voles ? On est où ? Et là, il lui dit, non, je vole pas, je l'évite. C'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Donc, il lui demande si elle est seule sur cette île. Elle lui répond, bah non, on est quand même pas mal sur l'île. Il y a un petit village d'humains, il y a des sirènes, des loups-garous, des zombies, des momies. Voilà. Le mec, il dit, mais putain, c'est quoi ce lieu de barjo où je suis arrivé ? Bien évidemment, c'est une île du Pacifique, un mec qui s'écrase en avion. N'y voyez pas un recours à une autre série télé bien connue. Lui, ce qu'il voudrait absolument faire, c'est réparer son avion et se casser et ne pas dessiner de mouton. Du coup, elle va se proposer de l'aider et en dessiner une boîte. Ouais, d'abord, c'est vrai. Et en fait, elle va enfiler sa petite tenue mécano, elle va essayer donc de l'aider, il bricole. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que le père de Apocalypse est venu derrière le gars en question. Et le père en fait d'Apocalypse, c'est Satan. Et Satan, il lui dit au gars, il lui fait, mais en fait, tu sais que toutes les personnes qui arrivent ici, en fait, je sais pourquoi elles sont là. Satan vit sur l'île ? Oui, c'est il vit sur l'île. Donc, cette île, Satan... Ouais. Et donc, du coup, il lui dit, mais tu sais que, en fait, je sais ce que t'as fait réellement, tu vois. Et donc là, voilà. Donc, qu'est-ce que Apocalypse ? En fait, c'est qu'on va suivre justement les aventures de la petite filleote de Satan, qui voudrait être cool, qui voudrait être sympa, qui voudrait être ordonné, qui voudrait pouvoir ranger sa chambre, alors que Satan lui dit que non, ça va être le bazar, c'est pas comme ça qu'on est comment est la fille de Satan. Et bon, on trouve cette petite héroïne qui est pleine d'énergie, qui est, je trouve, assez sympathique. C'est une série qui donne le sourire, qui me fait penser, moi, qui m'a fait passer quand même un moment super agréable. Le dessin est mignon, on a des couleurs quand même qui sont des fois, je trouve, très saturées, mais ça fonctionne très bien. On a un petit côté un peu... mince, j'avais le mot. Dr. Slump. Dr. Slump, voilà, tu vois, exactement. Je l'ai pas lu, mais c'est le premier truc. Voilà, moi ça m'a fait penser à du Dr. Slump, avec ce côté un peu, des fois un peu débile, mais on a plein de petites histoires. On a un gros fil rouge sur la première histoire, des petites histoires sur la deuxième, mais vraiment, voilà, pas mal du tout. C'est pas mal, Apocalypse. Donc, Apocalypse, très bien. Donc, c'est de Romain Pujol et Saïd Sassine, 2 tomes pour l'instant chez Glénat.
Le Cercle des Intrépides. Le Cercle des Intrépides, une bande dessinée de Marc Dubuisson au scénario. Marc Dubuisson, qu'on aime bien pour beaucoup de choses. Et Massimo Di Leo au dessin et à la couleur. Un Italien qui parle pas du tout français. Et on a des sirènes d'alarme à côté de chez nous. Bon, c'est Marseille, bébé. Ouais, c'est Marseille. En gros, on va suivre l'histoire d'un monde médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le roi, lui, il a une épée. C'est l'épée de la mort, le symbole de son pouvoir. Sauf que son épée, elle tombe à un moment et elle s'abîme, quoi. Alors, on va refiler l'épée au forgeron local pour qu'il répare l'épée. Et le truc, c'est que... on a la fille du forgeron qui se dit « Ah, mais moi je vais m'occuper de ça, je vais le faire bien, tu vas voir, c'est cool. » Et puis elle veut se la péter, elle le montre à ses potes, sauf qu'un ptérodactyle pique l'épée. C'est pas de bol, hein. C'est vraiment pas de bol. Et là, le père risque de prendre vachement cher parce que le roi, il va pas être content, quoi. Il va lui fracasser sa tête. Et donc, notre jeune héroïne part accompagnée de ses amis pour essayer de retrouver cette épée. Et là, ça part en vrille totale. On est dans de l'heroic fantasy déjanté où on a une bande de bras cassés qui essayent de remplir une mission un peu débile, enfin de façon débile en tout cas, même si elle a l'air sérieuse. Ça marche bien. Moi, je trouvais que c'était divertissant. Alors, c'est pas la meilleure série d'heroic fantasy qui fonctionne. J'aime beaucoup le côté graphique qui fait penser un petit peu à je trouve le nom en anglais mais pas en français, Chip and Dale, Tic et Tac, Ranger du risque. Oui. Il y a un petit côté Tic et Tac, Ranger du risque sur les designs des personnages qui sont animaliers, anthropomorphes encore, ils adorent ça. C'est un bon divertissement, un tome qui finit une histoire complète qui est pas mal. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes. Un humour moi qui marche bien avec moi. Oui, ouais, je pense. En tout cas, moi, c'est un humour qui marche bien avec moi. C'est Marc Dubuisson, son humour marche bien avec moi. C'est comme ça. Et donc, ce premier tome s'appelle L'épée de ce gang vert. Il coûte 16,50 €. Il est sorti chez Dupuis par Di Leo et Dubuisson. Ouais, moi ça me va. Le journal d'Émilie. 2 salles, 2 ambiances. Une histoire sur la jeunesse d'Emily Dickinson. Chez Jungle par Lydia Corey. Alors, la jeunesse d'Emily Dickinson. Elle vit avec sa petite famille au sein d'un manoir. Ses parents sont assez aisés quand même. Hein. Ses parents, donc Emily Norcross Dickinson et Edward Dickinson, son frère, sa sœur, William Austin et Lavinia. Attention, Lavinia, aucun rapport avec Princesse Sarah. Ils vivent dans la bourgade d'Amherst, dans le Massachusetts. Ils vivent donc ensemble, elle va à l'école, la matière préférée d'Emily, c'est la botanique, l'étude des plantes et des fleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Elle raffole des fleurs sauvages, des bulbes, des champignons. Avec ses amis, elle forme un club des 5. Je vous fais la petite liste ou pas, bon, on s'en fout. Dans ce clan, Emily, elle passe pour une fille assez excentrique, car elle voit le monde différemment, elle tient un herbier, et pour ceux qui ont déjà fait un herbier, c'est chiant, et je comprends qu'elle soit un peu chelou quand même. Elle aimerait que ses amis, elles aussi, elles aient leur herbier, mais en faisant un peu rien à faire. Et donc voilà, elle a besoin de découvrir les fleurs, elle se balade dans les prairies, dans les champs... Vous entendez ? C'est la petite musique de la petite maison dans la prairie. Et oui, Tizak est toujours présent. Et pourtant, son entourage n'aime pas du tout ses initiatives de sortie, parce que sa mère, du coup, lui répète que les serpents pourraient la mordre, sa sœur la met en garde sur le fait qu'elle peut cueillir des fleurs vénéneuses, son frère lui fait peur en lui parlant de kidnapping par des gobelins, et son père, lui, ne dit rien. Il préfère lui offrir un énorme chien qu'elle va appeler Carlo. Alors, cet ouvrage nous permet de découvrir donc du coup Emily Dickinson. Qui est Emily Dickinson ? C'est l'une des plus grandes poétesses du 19e siècle américaine, voire peut-être aussi un petit peu dans le monde quand même, clairement. Le biais que va utiliser justement donc Lydia Corey, ça va être intéressant parce qu'elle va nous montrer en fait notre personnage dans sa jeunesse, comment elle s'est construite, comment s'est construit son lien avec la nature, tout ce qu'elle va découvrir donc justement avec son chien. Le récit, donc on va avoir, voilà, je vous montre un petit peu les dessins, c'est un trait qui est assez doux, les couleurs sont vraiment, je trouve, apaisantes. On a un formidable décor champêtre. Voilà, ça c'est Carlo. Vous vous en doutez, c'était un chien, ça se voit bien. Le récit va être entrecoupé donc justement donc de ces... J'essaie de trouver un des poèmes, mais forcément c'est quand j'en cherche un que je ne vais pas en trouver.
qui vont alterner donc justement avec le récit et les poèmes donc de... Ouais, il y en a, j'en ai eu un. Et qu'elle va donc réaliser. L'histoire est donc tirée de la vie d'Emily Dickinson, sauf Lydia Corey va prendre quelques petites largesses pour que le scénario fonctionne bien, donc elle va faire quelques petites entorses à ça. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un bel ouvrage. Le dessin est chouette, vraiment apaisant, joli. Ce côté champêtre, les couleurs qui sont soit chatoyantes et gaies quand il le faut, un peu plus sombres dans les moments où c'est un peu plus grave. Mais voilà, c'est vraiment un bel ouvrage. Je trouve que c'est très intéressant pour faire découvrir aussi la poésie aux enfants. Je pense qu'on n'est pas réellement le public. Ouais, donc mais... moi, tu me dis ça, oui, non, ça me... Oui, toi, ça t'en fout peut-être, mais je pense que c'est un bon ouvrage pour faire découvrir de la poésie aux enfants. Et une grande poétesse, justement, elle découvre un petit peu l'univers onirique que nous propose Emily Dickinson. Voilà, une bonne bande dessinée, je trouve. Et encore une fois, c'est Jungle et ils font des choses bien, Jungle. Oui, ça leur arrive. Non, mais je trouve que c'est un éditeur dont on n'a pas beaucoup parlé avant. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses. Le Jardin d'Emily de Lydia Corey, qui est sorti chez Jungle pour la somme de... $1 million. $1 million, 15,95 €. Ouais, ça fait un petit million. Presque. Team Phoenix, le tome 4, on avait parlé des 3 premiers tomes, donc on revient à Kenny Ruiz, on a parlé tout à l'heure. Kenny Ruiz s'est vu confier une tâche un peu tranquille, tu vois, on lui a dit « Hey, écoute gars, on est les héritiers d'Osamu Tezuka, le père du manga moderne, et en gros, t'as le droit de faire un truc genre les Avengers de Tezuka en racontant ce que tu veux. » Là, il fait « Ouais, tranquille, il y va !» Et donc, il nous fait une aventure spatiale, vraiment de space opéra, où vont se mélanger tous les personnages principaux de Tezuka, que ce soit donc Astro, qui n'est vraiment présent que depuis ce tome-là, il apparaît dans le tome 3, parce qu'il était perdu jusqu'ici, mais aussi Princesse Saphir, le roi Léo, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a 3 yeux, Blackjack, voilà. Et c'est la classe. Le principe, c'est que les robots ont réussi à prendre le contrôle du monde, les humains, les biologiques, comme ils disent, font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, et certains rebelles sont mis ensemble pour créer la Team Phoenix, pour essayer de libérer l'univers du joug des robots, qui sont dirigés par Atlas. Atlas, qui a un secret, c'est qu'il est l'équivalent d'Atom Boy, qu'on connaît sous le nom d'Astro en France, là qu'ils appellent Atom quand même, par principe, et qui était complètement enfermé, et enfin ce sort de coma, etc. Mais ils arrivent à libérer Astro dans le tome précédent, et là on arrive sur le gros fight du siècle, où chacun de nos héros se retrouve dans chaque chapitre face à son ennemi juré. Et c'est un tome 4 qui est plutôt bien fait, parce que c'est vrai que quand on a un peu de temps entre chaque tome, on s'y perd un peu. Et là, on a le détective Moustache et Gezich, détective robotique, que vous avez peut-être découvert dans Pluto, encore une adaptation de Tezuka, mais là par... et en gros, il explique, oui, il remet le contexte de, oui, non, mais alors eux, ils s'aiment pour ça, et on se rend compte que, depuis le départ, il y a quelqu'un qui dirige discrètement toute la Team Phoenix pour arriver au point où on en est à l'heure actuelle, pour ce combat final qui devrait finir dans le tome 5, que j'aime et que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Franchement, le dessin de Kenny Ruiz, là, il s'en donne à cœur joie, ça pète dans tous les sens. L'édition que j'ai, moi, c'est l'édition Deluxe qui est sortie en couleur. L'édition plus standard est en noir et blanc. Je suis toujours curieux de voir à quel point ils peuvent transformer, parce que là, le travail des couleurs, il est assez impressionnant, ça pète dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. Kenny Ruiz adapte son trait en fonction des scènes d'action pour faire des trucs très déformés, ou alors là, on est dans un tome action à 100%, en fracassant toute sa mise en page, en réussissant à rendre le truc vraiment bien prenant, quoi. Enfin, ça marche super bien. Au-delà de ça, on est dans une histoire de combat, de baston très classique, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau scénaristique.
C'est un excellent divertissement. Euh, Si vous aimez le dessin, ouais, l'édition couleur vaut le coup, même si elle doit être peut-être dure à trouver parce qu'elle est en édition limitée. Mais prenez-vous, voilà, vous en avez pour 8,35 € en version, en format poche. Vous en avez pour 35 € le tome en format comme je l'ai trouvé moi. 8,35 €. Voilà. Vous êtes collectionneur, essayez de trouver l'édition collector parce qu'elle est très très belle. Vous ne l'êtes pas. Il y a un vrai plus quand même. Oui. Là, l'édition collector. Plus grand format. Très grand Et là, format. on se rend compte que ça marche bien aussi au niveau du trait. Hein. En petit, tu dis, ouh, je dois perdre pas mal de détails, quoi. On se demande si ça n'a pas été pensé en grand. Je te dirais presque, moi, quand je vois le dessin, parce que du coup, tu dis c'est vraiment éclaté. Lire en petit, je pense qu'à mon avis, Mais c'est parce que nous sommes vieux. Oui, nous ça, avons c'est un sûr. plus grand pouvoir d'achat, donc on peut se permettre. Ah ben il vaut mieux l'acheter en grand, oui, pour les vieux, effectivement. Oui. Si vous l'achetez pour un vieux, achetez-le en grand, et si vous l'achetez pour un jeune, vous l'achetez en petit. Mais le problème, c'est qu'il ne comprendra pas toute l'histoire, parce qu'il ne connaît pas tous les personnages. Oui, après, ils sont tous un peu mis dans le contexte. Ils sont réexpliqués quand ils arrivent, quoi. Ouais, mais bon, quand Je veux dire, le Roi Léo, tout le monde connaît. Il y a eu un gros film qui a été fait. Ah non, mais c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas lui. Voilà, Il paraît que c'est pas lui. Hein. Voilà. Bon. Mais voilà, moi, Team Phoenix, franchement, c'est une série que j'ai pris un grand plaisir à suivre. Là, je vais me lire le 5 parce que j'ai bien aimé. Et puis, encore un changement d'ambiance parce qu'on est comme ça. Avec le phare. Je t'en prie, Thio. Ouais. Qu'est-ce que le phare? C'est un signalement. Alors non, on va pas commencer là-dessus, s'il te plaît. Donc là, on est chez Jungle Ramdam. C'est un livre une BD. Livre BD. C'est la même chose. Valentin Maréchal, je crois que c'est la même chose. On parle pas de. Enfin, bon, on s'en fout. Lou et Léa donc, sont sur le point d'emménager ensemble dans une ville du Pays Basque. 9 ans qu'ils sont ensemble, Lou et Léa. Il est bien temps de sauter le pas de la vie en commun. Mais bon, voilà, Lou, qui espère décrocher un gros projet d'architecture, ne gagne pas encore vraiment bien sa vie. Surtout, il bloque un petit peu à l'idée de se ranger dans une vie de couple ordinaire. Il bloque d'autant plus, ce cher Lou, qu'il mène une double vie. Il cache en fait à sa compagne qu'il est gay et que du coup, il a un petit peu des petits rencarts secrets pour les petits coups d'un soir, voilà. Et un soir, justement, il va boire un petit peu plus que de raison et il va se retrouver sur un rencard secret qui va mal se passer. Et on va se retrouver donc justement avec un Lou qui va être dans la cambrousse, qui va se retrouver écorché, enivré. Il est sur une route de campagne, il va être récupéré par une meuf en plein milieu de nulle part, qui va accepter de l'aider un petit peu, de le garder avec elle, et va se retrouver justement ce comportement de deux caravanes, habité donc par aussi Nino, Lorenzo et César, deux gars torse nu qui réparent une petite moto et qui lui jettent un regard noir. Donc la bande dessinée Le Phare, c'est une bande dessinée donc sur un coming out qui peut être un petit peu quand même brutal, où notre personnage justement qui cache son homosexualité à sa compagne, qui le cache aussi à son entourage, et avec le lieu hautement symbolique qui va être, on va dire, le climax de l'histoire, qui est le phare, parce que le phare, déjà un symbole éminemment phallique, hein, là on n'est pas... Rien de nouveau. Tizak validerait, je pense. Il ferait un jeu de mots aussi. Il ferait un jeu de mots aussi, un petit peu gras là-dessus, mais bon. On a aussi donc avec un accent marseillais. C'est possible. On a aussi le lieu qui est du coup ce qui éclaire, ce qui est le guide, ce qui nous mène à ce qu'on cherche. Et il y a aussi le fait que le phare, c'est un endroit qui est souvent isolé, où on se retrouve seul. Et ça peut être aussi cette solitude que ressentent les gens qui sont homosexuels et qui n'ont pas encore réussi à le vivre facilement, on va dire, en étant à l'extérieur et à l'exprimer pleinement vis-à-vis de la société. Attendez, parce que du coup, j'ai plusieurs feuilles et forcément, je ne suis pas passé à la dernière feuille. Et en plus, elles sont plus dans le bon sens. Voilà, t'as tout fracassé, là. T'étais bien, t'étais fluide, tout tournait nickel. Ouais, mais c'est comme ça. Alors justement, donc il y a une scène qui est montrée quand même assez crûment dans l'histoire, donc ce qui fait qu'a priori, ce livre, vous ne pourrez pas le mettre dans toutes les mains, et vous ne pourrez pas le mettre dans une bibliothèque de collège. Voilà. C'est un sujet. Je le disais pour quelqu'un qui n'est pas là. Mais le trait, je trouve, c'est un trait semi-réaliste fait par Valentin Maréchal.
c'est assez doux. Je trouve que c'est une belle histoire attachante sur l'homosexualité, sur la violence qu'il peut y avoir aussi dans ce milieu. Avec, voilà, attends, du coup là j'étais directement en explicite, hein, désolé, je suis passé sur les mauvaises pages. Mais c'est, je trouve vraiment un beau bouquin, voilà. Un beau bouquin, une belle histoire, et c'était très agréable. Voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus. Donc Le Phare de Valentin Maréchal chez Jungle Ramdam au doux prix de... À chaque fois je cherche le prix alors qu'il est pas loin, je devrais préparer ça à la France, 22,95 €. Et Valentin Maréchal a tout fait. Il a tout fait, voilà, parce que lui, il fait tout. Il fait tout, et franchement, il le fait plutôt avec grande classe. Putain, là c'est un pavé quand même. Hein. 2 pavés. La légende de Korra, les numéros 1 et numéro 2. Alors, un peu de contexte, parce que il y en a besoin. Alors je vais vous laisser, je vais me faire un café. Hein. Ouais. La légende de Korra est une série d'animation qui est la suite de la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été récemment adaptée en série live sur Netflix. Série live qui est correcte, mais moins bien que la série d'animation. Dans la légende de Korra, on va suivre Korra qui est le nouvel avatar, parce que dans cet univers-là, il y a des maîtres des éléments, donc chaque élément, l'eau, l'air, le feu, la terre, peut être maîtrisé par quelqu'un, et certaines personnes ont le don de les maîtriser à plus ou moins de niveau, hein, c'est de l'entraînement genre art martial très asiatique, avec des règles précises, tout ce que tu veux. Et l'avatar, lui, a tous les pouvoirs potentiels, il peut être maître de tous les éléments, et va être théoriquement le guide spirituel de ce monde pour aider les gens à éviter de s'entretuer. La légende de Korra donc, se passe dans un univers qui est steampunk, où il y a une industrialisation qui est en train de se mettre en place et où on va par exemple exploiter des personnes qui peuvent maîtriser l'électricité pour alimenter les centrales et mettre en place, voilà, il y a des médias qui existent, hein, une radio, on est vraiment dans une ambiance qui sonne très années 40. Années 50, la radio, il y a du sport de combat, ce genre de trucs-là. Et donc, il y a eu un gros problème dans le dessin animé sur tout ce qui était le monde des esprits, parce que l'avatar est aussi la personne qui doit garantir que tout se passe bien entre le monde des esprits et notre monde à nous. Et Korra a vécu des tonnes d'aventures avant enfin de se mettre avec sa copine Azami. Alors, elle se met avec sa copine Azami, c'est très très sous-entendu dans le dessin animé, mais chez Nickelodeon, c'est une des dernières scènes du dessin animé, hein. Disons que on voit pas vraiment de bisous parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais quand le scénariste est Michael Dan DiMartino, qui est le créateur de la série, et que d'un coup il a le droit de faire ce qu'il veut, il dit bah ouais, elles sont ensemble. Donc un gros coming out qui était supposé mais bien assumé pour le coup. Il a fait un gros fuck à Nickelodeon. Et donc ce qui se passe, c'est que Korra et Azami reviennent du monde des esprits parce qu'ils ont fait une petite balade, un séjour tranquille. Elles retournent à la cité de la République, mais elles voient que tous les humains sont en train de se fracasser la gueule entre eux, comme d'hab, qu'il y a un portail spirituel vers le monde des esprits qu'un promoteur va transformer en parc d'attractions, que tout le monde est en train de se fighter dans tous les sens, de ce côté-là, d'autres personnages, Zoli est en train d'essayer d'aider les évacués affamés, parce qu'il y a des tonnes de gens qui ont été évacués suite aux différents combats, etc. Et là, vous me dites, mais de quoi tu me parles ? En fait, c'est une suite directe. Ça a l'air super facile. Hein. Ouais, c'est une suite directe du dessin animé. Et donc, si vous n'avez pas vu le dessin animé, c'est pas possible de le prendre en route, en fait. Et c'est le gros défaut de cette bande dessinée. Ce qui est aussi sa plus grande qualité, c'est que il aurait mérité d'avoir un gros résumé de qui est quel personnage au début. Tu sais, à la Astérix, quoi. On te dit, ouais, vous voyez le gros, là, c'est lui qui a tel pouvoir, il est tombé dedans quand il était petit. Voilà. Ça aurait fallu un peu de mise en contexte. Graphiquement, les illustrateurs qu'il y a sur... donc c'est Irenko qui fait l'illustration sur le premier tome, et c'est Michel Wong sur le deuxième, qui est un peu plus, lui, le deuxième tome, sur une histoire qui est un peu plus martiale, où on va voir en gros les gens qui ont perdu la guerre, ils font comme tous les gens qui perdent une guerre, ils montent une résistance. C'est logique, parce qu'ils avaient raison en vrai.
Voilà. Donc, parce que c'est une des forces du monde d'Avatar, c'est que les méchants à 100%, il n'y en a jamais vraiment. Ils ont toujours un côté où ils sont pas si négatifs que ça, etc. Donc il y a plein de clins d'œil, ils font revenir des personnages, et moi qui avais vu le dessin animé, j'avais oublié certains des personnages, j'ai du mal à m'en mettre dedans, mais techniquement, c'est la meilleure chose qu'on puisse attendre d'une suite d'une série qu'on a aimée. Mais il faut avoir vu la série qui est grandiose en soi, hein, je ne peux que la recommander, pour pouvoir accrocher à la bande dessinée. Il y a aussi une bande dessinée Avatar qui raconte la suite du dessin animé Avatar, qui se passe une centaine d'années avant. Et là, je suis curieux de voir s'ils ont réussi à être... Alors, l'univers est un peu plus simple dans l'univers d'Avatar, on est dans du médiéval fantastique plus simple. Il y a moins de choses à appréhender. Faut voir si ça marche. Je vais le lire, là j'ai le premier tome, il y a beaucoup plus de tomes. Voilà. Donc très très bonne série, mais vraiment pour les connaisseurs. Il y a 2 tomes, Guerre de territoire et Ruine de l'Empire. C'est Michael Nant Di Martino qui est au scénario, et il fait appel à Irene Ko et Michel Wong au dessin en fonction des tomes. Ça marche très bien, c'est très fidèle graphiquement au chara design d'époque. Voilà, ça a de la gueule quand même. Ça marche bien quoi. Ouais, non, pas... Je suis pas fan du dessin. Ah ouais. Après, je pense que c'est peut-être trop, parce que ça me fait peut-être trop penser à l'animé. Et que, oui. Ça fait un peu figé. Enfin, je t'avoue que juste en feuilletant comme ça à l'arrache, je te dirais, moi, ça, je trouve que c'est un peu figé. Mais bon. Ça dépend des tomes. Hein. Il y a sur les 2 dessinatrices, il y en a une qui parfois qui passe un peu mieux. Je sais plus laquelle, mais il y en a une que j'ai trouvé un peu plus péchue. Voilà, et pour information, chaque tome vous coûtera 22,99€ et c'est édité chez Hachette, si je me souviens bien, dans une collection qui s'appelle Nickelodeon, parce que tant qu'à faire, on va faire une collection facile. Le cœur des sardinières de Léa Twitou. Oui. Mais c'est le cœur. Oui, je sais, j'ai corrigé derrière en faisant mes recherches. Oui, sur le conducteur, je me suis planté. Mais ça parle de cœur quand même. Ça parle du cœur, effectivement. Voilà. De Léa Twitou au scénario, Max Liuko au dessin et à la couleur. Je dis Liuko parce que je ne sais pas comment on doit le prononcer. Sorti chez Stenkis. Ici, on est à Douarnenez, monsieur. C'est Douarnenez, bébé. Ouais. On est en 1924, la vie des femmes est toute tracée. Elles naissent, elles se reproduisent, et puis ensuite elles vont bosser à l'âge de 13 ans à la sardinerie. Eux, pendant ce temps, les hommes, ils sont en mer, ils vêchent le poisson. Quand ils rentrent, ils prennent leur thune, ils vont boire un coup. Et les femmes, elles vont vider les poissons et les mettre en boîte. Les hommes, ils vont boire un coup et vider autre chose aussi. Tout dépend, parce que peut-être qu'ils peuvent leur mettre une petite tarte dans la gueule, mais là, on est sur autre chose. Donc, du coup, les hommes sont en mer, les femmes sont dans les usines, les enfants grandissent entre les cris des contremaîtres et l'odeur du poisson pourri ou du poisson frais, au choix, ça dépend si vous êtes dans le village Astérix ou pas. Mais très Astérix, aujourd'hui. Un destin tout tracé, justement, dans cette brume bretonne. Et dès que la cloche retentit, Mona et ses amis se précipitent à l'usine Chancerelle pour découper, vider, ranger les sardines dans des boîtes. Leurs mains sont malmenées par le sel, par les lames des couteaux. Et avant, sa mère, que l'on surnomme Mme Goz, travaillait avec elle, mais une attaque l'a affaiblie et désormais, elle est donc désormais à la maison. Et donc c'est sa fille Swazik qui prend la relève. Ici, personne ne rêve d'autre chose que d'avoir une autre vie, parce que c'est un peu une vie de merde quand même. On est sardinière, on meurt sardinière, et on épouse un pêcheur qui ramènera des sardines. Voilà. Parce que la sardine, c'est la vie. C'est ça. Pourtant, certaines vont tenter justement vont tenter cet ailleurs, et c'est justement le cas donc de Joséphine Pancalé, partie à Paris pour échapper à sa trajectoire. D'abord domestique, puis lavandière, elle s'est mariée à un cheminot communiste, avant de revenir veuve, contrainte de retrouver les conserveries qu'elle avait voulu fuir. Swazik, elle, n'a pas envie d'épouser un marin, ni de passer sa vie à tremper les mains dans le poisson. Cette histoire du cœur des sardinières est inspirée donc de faits réels et reflète autant le militantisme des femmes pour une reconnaissance de leur travail un juste salaire aussi surtout, qu'une photo sociale sur la réalité de l'époque. On a à la fois donc la violence des maris, l'alcoolisme latent, on va dire, qui va peut-être avec la violence aussi, le travail des enfants, l'avenir des femmes, le fait que justement, comme on va travailler très tôt à la sardinerie, on ne fait pas d'études, donc dans tous les cas, on va rester dans ce milieu-là toute sa vie. On est bien loin donc du monde, on va dire, des bisounours dans cette vraie vie du XXe siècle.
début du XXe siècle, pardon. Mais justement, beaucoup de travailleurs voudraient donc que ça change, et on va avoir donc le récit un petit peu militant et syndicaliste qui va être mené donc dans ce village de Douarnenez pour obtenir donc des heures sup, un meilleur salaire, des jours de repos, la capacité, voilà, justement aussi de peut-être pas faire venir les enfants tout de suite dans l'usine. Le trait est un trait qui est assez expressif, c'est assez doux. On a un trait qui montre voilà, des petites... qui est fait, voilà, je cherche mes mots mais je ne les trouve plus. Un trait voilà, qui est rossé avec des pastels donc, qui sont de couleurs qui sont assez doux et tranquilles, sauf sur les moments où on va avoir un peu plus de fight. C'est un livre intéressant, l'histoire est vraiment prenante, assez immersive, on va vite se retrouver vraiment dans cette brume bretonne avec le crachin qui nous tombe sur la gueule. On va avoir un petit peu en plus le petit bonus, c'est les mots et les expressions bretonnes qui nous sont traduites quand même, parce qu'on n'est quand même pas non plus tous bretons pure souche, monsieur Le Borgne. C'est Swazig ou Swazig? Alors c'est Swazig. Voilà, ça me semblait bizarre aussi. Swazig. Ouais, va pas me... le gars. Bon, donc dans tous les cas, c'est quand même une belle histoire, c'est assez immersif et plaisant. Vraiment un récit intéressant, et du coup, on n'a pas de... Ce qui manque, voilà, on a juste une petite biographie, des remerciements à la fin, mais ça aurait été intéressant qu'on ait plus que la petite chronologie qui est proposée sur les différents personnages. On a par contre un petit lexique de toutes les expressions bretonnes. Voilà. Si vous voulez vraiment vous y mettre, faire breton deuxième langue, vous pouvez y aller. Le cœur des Sardinières, donc chez Stenkis de Léa Twitou et Max Louko. Pour 20 €. 20 €. Ouais. Tout rond. Et de quoi vas-tu nous parler? Je vous parlais de Rocketeer. Oh, c'est un truc récent, dis donc. Ouais, un peu plus que ça en a l'air. Rocketeer. Rocketeer est une série dont on a déjà parlé dans le Money Club, qui a été créée par Dave Stevens, et qui a un côté très 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 rétro dans l'ambiance. Pourtant, Rocketeer est une BD des années 80 qui s'amuse à sentir l'ambiance de la BD des années 50-60. On va suivre l'histoire d'un jeune pilote d'essai qui a trouvé, parce qu'un scientifique a fabriqué, un jetpack. Et donc il met un masque et il peut piloter ce jetpack pour aller lutter contre des méchants qui sont souvent nazis, quand même, un peu sur les bords. Mais surtout, il va lutter pour plaire à la belle Betty Brandt, dont il est Adolphe. Betty Brandt, comment s'appelle le modèle de Betty Brandt? Betty Page. Betty Page, voilà. Qui est vraiment le modèle de la pin-up classique. Et donc vont s'en suivre des trucs kitschissimes avec des méchants et débiles, un héros jaloux et un peu niais sur les bords, des images de pin-up parce que à chaque fois qu'elle va faire des castings, bizarrement, les gens veulent que ça tourne à autre chose qu'au casting, mais elle sait se défendre quand même. Mais il faut que ça soit court de véhicule quand même. Voilà. Toujours. Ouais. Là, on est sur un album hommage, Rocketeer Nouvelles Aventures, où en gros, ce sont... parce que Dave Stevens est décédé assez tôt, malheureusement. Il a laissé quasiment que cette série derrière lui. Et donc, d'autres auteurs ont travaillé dessus, et il y a eu toute une série d'hommages. Donc ils ont demandé à plein d'auteurs de le faire. Donc John Cassaday, qui est aussi un auteur regretté, Ryan Sook, Kurt Busiek, Darwin Cook, John Arcudi, Michael Red, Joe Lansdale, Mark Webb, Dave Gibbons, Jonathan Ross, et on se retrouve avec le dessin, avec Jen Hadge, Geoff Darrow, Bruce Timm, Michael Red, John Cassaday, Mike Mignola, Ashley Wood, des noms, si vous vous intéressez un petit peu à la BD américaine, qui sont des putains de grands auteurs réputés. Et tous vont s'amuser à reprendre dans une histoire courte, qui sont très classiques en fait, qui sont juste... c'est de l'hommage. Donc ça apporte pas grand-chose au personnage, il n'y a rien de très novateur. De temps en temps, il y en a un qui arrive à faire un pas de côté en racontant quelque chose d'un petit peu original, mais globalement, on va re-raconter une histoire classique de pulp des années 50. Ça marche bien, c'est joliment fait.
C'est une collection. C'est inégal. Oui, après c'est inégal, mais c'est une collection de jolis dessins. Voilà, moi Oui. je trouve que globalement tous les auteurs, je sais que un Michael Red plaît un peu moins par exemple, certains auteurs cartonnent pas autant que d'autres aussi graphiquement, hein, sont un petit peu spéciaux, mais moi j'ai passé un bon moment. Mais il faut vraiment aimer Rocketeer, quoi. Faut être fan, ouais, clairement. Voilà, c'est vraiment un truc pour les fans. Alors, ouais, une couverture d'Alex Ross, ça en jette. C'est la classe. Voilà. Donc, Rocketeer, nouvelles aventures que vous pourrez retrouver chez Delcourt pour 18,50 €. Nous passons maintenant au chemin des étoiles. Hein? Le chemin des étoiles, c'est toi? Oui, c'est toi, jeune homme, c'est toi. Ouais, c'est moi, ouais. Chemin dans les étoiles, pardon. Chemin dans les étoiles, ouais, encore une fois, on est un petit peu... Gaëlle s'apprête, c'est elle, je l'avais en photo, pour ceux qui voient. Elle s'apprête à faire sa rentrée, et ses parents la déposent directement devant l'école, elle s'assure qu'elle va bien, ils lui demandent ça va, tu vas y aller. Elle rassure ses parents du mieux qu'elle peut, elle leur dit ouais, je vais y aller. Mais elle a besoin un petit peu de prendre la fuite, elle va se retrouver un petit peu toute seule dans cette école. Et elle va se retourner avec 3 personnages, un caméléon qui a un petit chapeau élégant, un petit panda roux, et une sorte de grosse boule de poils, voilà, qu'on ne fera pas identifier au niveau de l'animal. Et donc en fait on a un autre personnage qui va alterner en fait dans cette histoire entre les moments où elle est dans le monde réel, qui souvent se passe mal, et le moment où elle a besoin de se retrouver dans son monde imaginaire avec ses 3 amis qui représentent chacun des émotions. Ça vous fait peut-être penser à un film, enfin un dessin animé, ou une animation, voilà. Bon. Et on va justement avoir donc on va dire ces intenses allers-retours entre ce milieu où elle vit une vie un peu à la... il y a la scène du banquet qui m'a fait beaucoup penser quand même à Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, où elle va donc justement se retrouver entre le réel et l'imaginaire. Je trouve que c'est intéressant ce travail de Valentina Venegoni au scénario, de Paola Amormino au dessin et de Offrid à la couleur, parce que c'est un beau récit en fait sur la santé mentale des enfants et le fait donc justement que des fois les contraintes sociales de l'école ou ce qu'on peut y rencontrer, c'est très douloureux et ça oblige les enfants à se créer un monde imaginaire ou en tout cas à se rêver une autre vie que celle qu'ils vivent et pour justement faire face à toutes les difficultés qu'ils rencontrent. L'histoire est très intéressante, je trouve, parce qu'on a à la fois ces mélanges de réel et d'imaginaire. On a un trait qui est assez original, qui est assez coloré, des visages qui sont parfois un peu triangulaires, mais bon, j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça stop. Ça donne un joli dynamisme et ça nous permet d'avoir un vrai côté très onirique au passage justement où on est dans le monde rêvé et où justement on va avoir donc le psy qui va essayer de venir la chercher pour la faire ressortir de son monde imaginaire pour qu'elle accepte d'affronter le monde réel. Donc c'est le discours, en fait, le dialogue entre un thérapeute et sa patiente, et ce discours réel et imaginaire. C'est je trouve un bel ouvrage jeunesse, alors pas que jeunesse, parce que des fois c'est un peu lourd, mais je trouve que c'est vraiment un joli truc. Voilà, c'est un chouette bouquin. Je vais pas aller plus loin parce que sinon après je vais vous montrer des images qu'il faut pas. Mais écoute, une agréable découverte donc chez Stenkiss, donc Le Chemin dans les étoiles. Beau bouquin. Ouais, moi la couve me fait bien envie. Il va falloir que de toute façon. Non, faut pas que tu le gardes parce que sinon tu ne le liras pas. Non, je vais le passer à mes filles, elles le liront. Non, tu as une pile entière de choses que tu devais lire et que tu n'as jamais lu. Chemin des étoiles de Valentina Venegoni, Paola Mormino, chez Jungle pour 15,95 €. Le chat mène l'enquête. Nous sommes dans le Los Angeles des années 50 et nous allons suivre un gros chat. Un gros chat qui va manger des dans pancakes. des petites histoires. Chaque chapitre va le faire rencontrer d'autres personnages des années 50 qui vont tous lui donner un nom différent. Et on va avoir une sorte de petit portrait de vie de ce Los Angeles des années 50. Et puis ça s'enchaîne sur une série de petites histoires jusqu'au moment où on finit par apprendre quand même que ce chat-là, il appartient à un duo de détectives. Il y a plein de petits indices qui arrivent au fur et à mesure du récit.
et va se retrouver au milieu d'une enquête, comme le dit le titre. J'avoue que j'étais assez étonné par l'album parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je l'ai lu. Je m'attendais vraiment à quelque chose où on allait être sur un peu du polar, quoi. Mais pas du tout. On est sur de la tranche de vie, mais de la pure tranche de vie. Et ma déception est un peu dommage parce que c'est pas de la mauvaise tranche de vie, ça marche bien. Mais c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce que avant que l'histoire commence à réellement avancer, on doit s'encoltiner des chapitres, un bon paquet. Alors que le dessin marche bien, l'ambiance des années 50 est intéressante, ça nous montre le côté un peu bas-fond, le côté un peu aussi monde du spectacle, avec Hollywood qui est à côté. Il y a des belles petites histoires, mais il faut savoir tout de suite que voilà, on va plus avoir un recueil de courtes nouvelles dans lequel ce chat est présent que vraiment une grande enquête qui va utiliser tous les codes du polar. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus... voilà. Apparemment, ça vient aussi du fait, et ça, on le découvre après dans la postface, c'est qu'à la base, c'est des histoires courtes qui étaient prépubliées dans plein de magazines différents, que l'auteur s'amusait, au fur et à mesure, on raconte ces histoires courtes, à créer des petits liens entre elles. Mais je pense qu'au départ, en dehors du chat, le côté détective, ce côté-là, je pense qu'il n'était même pas vraiment volontaire. Enfin, en tout cas, dans première histoire, il n'y a aucune histoire de rien du tout là-dessus. Il n'y a rien qui te rapproche de ça, voilà. effectivement. C'est sympathique, c'est un one-shot, mais voilà, si vous voulez de l'enquête, si vous voulez des chats, vous aurez un chat, c'est très bien, c'est un beau chat. Il y en a plusieurs même. Ouais, il y en a plusieurs, mais oui, moi, c'est pas... Voilà, ça se lit, mais c'est pas... grandiose. Tu l'avais lu toi aussi? Ouais. Oui, après voilà, c'était pas non plus. J'étais assez surpris du traitement parce que le chat, effectivement, enfin voilà, je suis un peu décontenancé. C'est le seul reproche que je lui ferais en fait, c'est que c'est intéressant, c'est agréable, mais c'est très long. C'est trop long. Ouais, ça prend son temps. Ça prend trop de temps en fait, effectivement. Mais après, ça s'explique comme tu dis, voilà, parce que ce sont des petits one shots qui ont été faits au départ et que du coup, l'assemblage ne crée pas, on va dire, un fil rouge tout le long, et c'est ça qui est un peu décontenant, qui nous décontenance un petit peu. Donc le chat mène l'enquête de No, qui est sorti chez Doki Doki pour 7,95 €. Seven de Christian Hung chez Glénat. Trucs et astuces pour survivre dans le monde d'après. Ouais, tu laisses du suspense là. C'est ma dernière feuille. Alors, on va donc suivre Seven qui est cachée dans des buissons, son arc à la main. Elle a en ligne de mire une maman sanglier et son petit. Elle siffle, les animaux ont peur et prennent la fuite, mais le marcassin a été touché par la flèche. Seven la suit jusqu'à ce qu'elle s'épuise, elle récupère l'animal, mais voit en contrebas un petit village. Alors elle va utiliser son sifflet d'urgence. Son père arrive en courant. Que se passe-t-il? Est-ce que sa fille a besoin d'aide? Non, c'était juste parce qu'en fait elle voulait à tout prix lui montrer sa nouvelle prise. Mais elle est dégoûtée parce que dans la poursuite avec le marcassin, elle a cassé l'écran de son téléphone et elle ne peut plus continuer à alimenter son blog, sur lequel elle donne justement des petits conseils de survie, des tips, astuces, car avec sa famille, donc justement, ils vivent en reclus loin des villages et loin des humains. Seven pense qu'elle va pouvoir récupérer un nouveau chargeur dans la ville qu'elle a vu, dans le petit village qu'elle a vu en bas. Son père alors lui rappelle les règles. Lorsqu'il tombe sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, il fuit. L'homme est un danger, ils ne doivent pas s'en approcher, donc la mère de Seven les attend, ils doivent rentrer. L'enfant va donc inventer une petite excuse pour laisser partir son père devant en éclaireur pendant qu'elle file vers le village pour essayer de récupérer justement son problème de téléphone. Alors j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait on va souvent alterner dans Seven avec des morceaux de l'histoire, du récit, et des pages où on va nous donner des astuces de survie. Voilà. Pour se préparer pour ton grosse randonnée. C'est ça, voilà. Donc là, du coup, vous avez une page d'histoire et une page de survie. Les notes de Seven, comment faire du tir à l'arc, le tir à la méditerranéen, le tir mongol, la technique de chasse, comment est-ce qu'on chasse, enfin bon. Mais finalement, même si ça m'a surpris, ça a été plutôt agréable, parce qu'en fait, on n'est pas sur un
sur un truc pur et dur technique, on n'est plus sur la petite astuce, le petit truc comment vous pouvez faire ci, comment vous pouvez faire ça. Et on va suivre donc un récit qui est plutôt, je trouve, assez intéressant, avec Seven qui va rencontrer justement des humains, certains vont être potes avec elle, d'autres vont être méchants. Et on retrouve là un petit peu quelque part ce qu'on peut avoir dans un Walking Dead ou n'importe quel scénario catastrophe et apocalyptique. Le dessin, on a un dessin qui est assez lumineux, des couleurs par contre qui sont quand même, je trouve, très criardes, majorité de vert et de rouge. J'aime beaucoup. Mais ça donne un côté ultra lumineux, ultra énergique, et ça fonctionne très bien. Moi, la discussion que j'avais eue avec Nao, parce on avait déjà échangé sur cette BD, on avait été en fait très surpris, on s'attendait un peu à une bouse. Et oui, en fait, carrément. Mais pourquoi tu t'attendais à une bouse? Un truc survivaliste, et en fait, finalement, écoute, je trouve que c'est une petite bande dessinée sympa. Des fois, c'est assez didactique, c'est expliqué vraiment, c'est un peu lourd pour l'explication au niveau du récit, mais tout s'accorde bien. On a quand même une bonne histoire, et c'est vraiment un récit survivaliste assez plaisant. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est pour les adultes ou pour de la jeunesse. Un peu des deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le refiler à nos gosses et ensuite les jeter dans une forêt et se casser? Non, parce que je pense pas. Ah merde. Voilà. Donc il y a 7 comment ça s'appelle? Il y a 7 tips dans tout, elles sont numérotées 7 sur 7, 1 sur 7, ainsi de suite. Voilà, mais c'est vraiment un bon petit bouquin avec du coup des petites recherches graphiques à la fin. Justement les repérages pour faire les décors qui ont été faits en décor réel. Et donc justement qui a été édité par un certain Denis Tribaudot, qui fait des stages de survie. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment des vrais types de survie. Oui, c'est vraiment des trucs de survie. Mais voilà, je trouve un bouquin sympa, en tout cas. Eh bien, très bien. Seven de Christian Hung chez Glénat pour 20€. Et de quoi tu nous parles? Je vais vous parler de Opéra Imaginarium. Alors, Opéra Imaginarium, j'aurais bien aimé qu'on en parle dans une de nos émissions, mais comme c'est un album un peu difficile, je pense, à trouver, car c'est un Kickstarter. Un Ulule même pour être plus précis, qui a été fait par Stéphane de Canva, dont on a beaucoup apprécié le dernier album, Les Navigateurs, et qui, en gros, lui, de temps en temps, pour se faire plaisir, il se lance dans des expérimentations en solo, où il va être scénariste, auteur complet, pour raconter une histoire courte, un petit peu SF science-fiction. Voilà. Là, il est parti dans du Star Trek total, et on pouvait choisir d'avoir soit un format comics à l'ancienne. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Non, mais moi, du coup, c'est ça qui me rend fou, c'est dans les trucs Ulule, où c'est tous les goodies que tu peux avoir si ça a bien marché, et tant mieux pour eux, parce que du coup, ce dessin, je trouve vraiment splendide. Ah oui, non, il y a des dessins qui déchirent. Mais effectivement, ça fait tellement de trucs que tu as envie de dire, putain, j'ai l'impression de lire un livre de Spirou, oui. Vous savez, où il y a 40 000 feuilles à l'intérieur pour vendre des choses en plus. Mais bon, ça change. Donc là, ce qu'on va suivre, c'est une équipe d'un vaisseau spatial où ils ont tous un rôle différent et des costumes de couleur qui disent s'ils sont plus dans la technique. Je donne l'équipage. Vas-y. Artemis Follet, capitaine. Hilarion Xenax, officier scientifique. Je crois que c'est un robot. Artemis, il n'y aurait pas un clin d'œil à un certain... Artemis... Artemus. C'est James Artemus Kirk. Tiberius, pardon, oui. Ouais. J'étais presque. Alors Artemis, si tu veux, c'est le prochain projet de la NASA pour aller sur la Lune. Peut-être, on peut dire ça. Ilietti, c'est relations diplomatiques, je pense que c'est lui aussi, c'est un peu un mec zen. Nerozem, le médecin. XB203, l'ingénieur en chef. Tela Vigée, la littératrice. Cooper Hanslig, le responsable de la sécurité. Et donc, notre équipage se retrouve avec son vaisseau à s'être écrasé sur une planète hostile. Et donc... parce qu'ils doivent aller récupérer quelque chose qui s'est tombé de leur vaisseau pour le réparer. Bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? On envoie tous les officiers sur cette planète hostile, parce que ça sert à quoi d'avoir des hommes d'équipage quand on peut envoyer tous les officiers pour essayer de résoudre le problème. Donc ils y vont, et cette planète va être un peu étrange, va révéler des choses en eux, va pas trop loin parce qu'il y a quand même une chute, on reste dans une histoire courte. On est entre du 4e dimension et Star Trek. Voilà.
pour te donner l'idée. Et ils vont être assistés aussi par l'IA du vaisseau, qui m'a beaucoup fait penser à l'IA de l'Odysseus, dans l'idée, qui en gros va pouvoir activer leur vision, peut mettre de la réalité augmentée pour leur donner des infos sur l'environnement, tout ce côté-là, leur dire bah là il y a une blessure, je peux te dire comment tu vas le soigner, etc. À la fin, il y a une superbe galerie de faux trucs de pulp qui sont vraiment superbes. Donc, histoire courte, qui marche très bien. Moi, j'ai passé un bon moment. La surprise finale m'a... Oui, effectivement, l'histoire est courte parce que c'est quand même la moitié du livre. Hein. Oui. Donc, c'est pas, ça va faire... Tout le reste, ce sont, on va dire, des dessins, des explications. Oui, on doit être sur une 20-30 pages, un truc comme ça. C'est format comics, quoi, hein, l'idée. Voilà. Globalement, le dessin de Stéphane de Caneva est vraiment génial. Il s'est éclaté sur la couleur. Il travaille sur du lavis en noir et blanc avant de coloriser ça informatiquement. Il y a un truc vraiment superbe au niveau du travail. Il y a, sur la mise en forme... 285 exemples. Ouais, les contours des cases, comment est-ce que c'est raconté. Si vraiment... on sent qu'il s'amuse sur la narration. Par exemple, on va avoir une sorte de planche à l'intérieur d'une planche, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 cases qui vont avoir un sens de lecture, mais qui vont être dans une même case, ce qui vont permettre de faire ce sens de lecture-là. Enfin, des choses, moi, qui me plaisent beaucoup d'un point de vue technique. Et en plus, c'est une bonne histoire à la 4e dimension. Le regret que j'ai, c'est que le format comics, entre guillemets, en format souple, n'est pas vraiment format comics. Et moi, si je l'avais pris au départ, c'est parce que je m'attendais à ce que, côté collection, comme j'avais le précédent Kickstarter format comics, j'aurais pu les mettre à côté, tu vois. Ils n'ont pas la même taille. Et c'est un petit regret de mon côté. L'album cartonné est vraiment superbe. Je sais pas comment on peut se les procurer à l'heure actuelle, peut-être en contactant Stéphane de Caneva directement sur ses réseaux. Il en a peut-être encore en stock. Qui sait. Moi, franchement, je recommande. C'est très très sympa à lire. Tu l'as pas lu toi non plus, juste encore... Non. Voilà, faut que tu l'embarques parce que ça va te plaire. Donc, c'est Opéra Imaginarium. On ne peut l'acheter nulle part. C'est chez C-Comics, auto-édité, de Stéphane de Caneva. Les morsures de l'ombre. Un polar de Xavier Delaporte au dessin et Michal Bossang-Ogriafa au scénario. Inspiré d'une œuvre de Karine Gibel, Les Morsures de l'ombre, qui est une autrice de romans. D'accord. Eh oui. Que ça va nous raconter? En fait, on va suivre les aventures de Benoît Laurent, qui est un flic aguerri, qui va se réveiller dans une cave. Et déjà, là, on se dit... C'est étrange, quand tu te réveilles dans une cave, a priori, c'est que... soit t'as tapé le comptoir, soit t'as tapé le sol, quoi. Mais t'as dû trop boire, quoi. Et des fois, c'est toi qui tapes le comptoir. Ouais, c'est toi qui tapes le comptoir. Il est enfermé derrière des barreaux, prisonnier d'une cellule, et il va essayer un petit peu de se rassembler ses idées pour dire « Mais comment je suis arrivé là ?» Soudain, une lumière va s'allumer, il va y voir une jeune femme qui lui demande s'il arrive à se souvenir. Ouais, ça revient un peu, il y avait une rousse un peu sexy en bar qui l'a un peu chauffé. Il l'a raccompagnée chez elle, il pensait qu'il allait passer une bonne nuit, et finalement, elle l'a enfermé là pour la torturer. On est effectivement sur une sorte de un petit peu miserie, hein, parce que du coup, elle va lui dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour elle, il faut qu'il se rappelle, il faut qu'il revienne, qu'il retrouve, on va dire, le souvenir de quelque chose. Tout le long du livre, de la bande dessinée, on va donc justement avoir ce dialogue entre lui et elle, où elle lui demande de se souvenir de choses et il ne se souvient pas, ou il ne veut pas se souvenir, ça c'est à vous de voir exactement. L'histoire va être entrecoupée justement par l'équipe de Laurent, qui eux le cherchent, parce qu'en fait il a disparu, donc il faut bien quand même le retrouver, donc sa femme, je crois qu'elle est enceinte en plus, donc elle attend, donc ses collègues le cherchent, et ça donne justement un petit truc, parce qu'on va avoir donc des différentes pistes qui vont être proposées par les policiers. Ça donne tout ça, je trouve, une très très bonne histoire, un très bon polar. Le dessin qui a un ancrage assez réaliste. Moi, je vous le montre aussi pour ceux qui veulent. On a un ancrage assez réaliste. Moi, je ne l'ai pas trouvé top,
le dessin, mais il fait vraiment bien le taf. On a une vraie atmosphère qui se crée. On a des jeux de regard qui sont quand même, je trouve, très bien menés, et ça donne une bonne ambiance pour un polar sombre. Voilà. J'irai pas plus loin pour pas non plus spoiler. le feuilletage. Ouais. Les couleurs sont peut-être des fois un petit peu ternes, c'est ce que je reprocherais, mais après ça c'est mon avis perso sur le dessin. J'ai pas lu l'histoire de Karen Gibel, mais je trouve que c'est en tout cas un bon polar et qui tient bien en haleine. Effectivement, il y a, comme je vous disais, un petit ressort un petit peu à la Stephen King dans Misery, même si on est juste sur le personnage qui est séquestré et que c'est pas du tout la même histoire, mais on a quand même un côté très sympa. Et je sais pas s'ils en ont fait d'autres, Phileas, justement, d'adaptation donc de Karen Gibel en... Après, ils font que des adaptations dans la collection Phileas. Mais fait de d'autres Karen Gibel, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, vraiment un bon bouquin, très sympa. Les morsures de l'ombre par Michal Bossan-Ogriafa, Xavier Delaporte chez Phileas pour 19,90 €. L'école des petits monstres, une bande dessinée de Becca au scénario, Bob au dessin et à la couleur, sortie chez Dupuis. L'école des petits monstres, imaginez qu'on est dans un univers où c'est les méchants qui dirigent le monde, et donc on apprend à tous les monstres, toute une série de monstres, enfants, à devenir bêtes et méchants comme on doit l'être quand on est un monstre. Sauf qu'au milieu de ça, il y en a un, il s'appelle Bolos, et lui, il est intelligent, délicat et sensible. Il n'a pas sa place ici, et c'est très très dur pour lui de se faire intégrer. Donc il se fait harceler, il lui arrive plein d'horreurs, parce qu'il ne comprend pas à quoi ça sert d'être méchant, en fait, c'est nul. Et franchement, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Donc ça se passe mal avec les profs, ses parents s'inquiètent, qu'est-ce qu'il a notre fils, pourquoi il n'est pas normal, et donc il va se retrouver là-dedans entouré de tous ses potes, ou moins potes, à vivre plein d'histoires où peut-être que son côté bon va lui être utile. On est dans une BD d'humour un peu classique qui va prendre à l'envers le récit d'école pour créer de l'humour. C'est quelque chose qu'on trouve pas mal dans beaucoup de BD jeunesse à l'heure actuelle. Il y en a plein qui repartent un peu de ce principe-là. Ça marche bien. Il y a une intrigue qui suit, ce que je trouve plutôt cool. En tout cas, dans ce tome 1, j'ai pas lu les autres tomes, il y en a 4 à l'heure actuelle. Ce qui fait que justement, ça évite ce côté gag en une planche. Il y a beaucoup dans ce genre d'histoire-là et qui s'y prêterait très bien. Franchement, c'est efficace. Le dessin, un côté cartoony, très école Marcinelle, Dupuis. Franchement, c'est totalement dans le style. À offrir aux gamins, quoi. Ça marche. C'est le genre de truc, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas à se poser de questions. S'il y a... la morale est un peu facile, ça manque un petit peu de fond, mais franchement, on passe un beau moment à le lire. L'école des petits monstres, de Becca au scénario, et de Bob au dessin et à la couleur, 11,50 € le tome chez Dupuis. L'Appel de la forêt. Tu vois, en faisant une recherche, je me suis rendu compte que c'est une des premières adaptations BD de l'Appel de la forêt. Ah bon ? J'ai cru qu'il y en aurait eu 40 000. Alors BD, sans doute, mais alors par contre en film... Oui. Là, on a eu quand même pas mal. Alors, hop, l'Appel de la forêt. On démarre notre histoire sous le soleil de Californie. On a 2 enfants qui sont en train de jouer avec un grand chien. L'animal est tout gentil, tout mignon. Et là, 4 personnes viennent, le kidnappent la nuit et l'emmènent. Donc, du coup, on vous a mis une petite carte pour dire quand même si vous êtes débile sur la cartographie américaine. On était à San Francisco, on va donc à Seattle, donc dans la région du Klondike, où on a la Picsou qui cherche de l'or. Exactement, ouais. Voilà. Donc notre chien a été kidnappé, il est envoyé dans le nord pour servir de chien de traîneau, ou en tout cas de chien qui va être utilisé, on va dire, pour tout et pour rien. Il va falloir qu'il apprenne très vite, il va se prendre quand même quelques petits coups de crosse pour que du coup ça rentre dans sa tête. Et il va se retrouver assez rapidement avec son nouveau maître qui va donc le mettre, après un petit voyage en bateau, qui va le mettre donc dans un
un attelage. Dans cet attelage, il va très vite comprendre qu'il y a une hiérarchie et que dans la hiérarchie, il va falloir vite montrer que tu en as pour survivre. Donc en fait, on suit vraiment l'histoire que de ce chien et de ses amis dans la meute. Ce récit donc, de Jack London qui date donc du début du XXe siècle, je ne sais pas exactement de quand, 1900 et des brouettes, donc justement c'est le récit de ce chien qui va être un mélange à la fois de naïveté quand il découvre la neige, de côté très dur vis-à-vis de la hiérarchie, de la sauvagerie dont il va devoir faire preuve aussi parfois. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que les auteurs en fait ont pas, dans ce bouquin, ils ont vraiment essayé de se dire ok, parfois il est complètement débile et il fait naïf et t'as juste envie de le claquer, et parfois en fait il est obligé de montrer les crocs et de bouffer quelqu'un ou de bouffer un chien ou de montrer que c'est lui le plus fort. Et on va voir voilà, justement tout ce côté-là de l'appel de la forêt et de ce chien qui va devoir survivre, parfois difficilement, parfois facilement, mais c'est une belle histoire. On va pas vous raconter la fin, mais je trouve que c'est une très belle adaptation en tout cas de l'appel de la forêt, qui est très agréable, avec un dessin qui est quand même un peu cartoony, par bien des aspects, sur une colorisation qui est sympa, et même si le décor de la neige est toujours tout blanc, ça reste quand même très dynamique et on n'a pas un côté plat et j'ai l'impression que j'ai pas la facilité de se dire hey, j'ai un décor tranquille. Ouais, non, en fait on va avoir tu vas avoir en fait dans les décors de neige des aplats de gris ou d'ombre en fait à l'intérieur pour laisser justement, on va dire, nos personnages. Et dès qu'on va avoir la fin de la neige, on va avoir un décor qui est très vert, parce que du coup c'est aussi le paysage. Et franchement, c'est vraiment une belle histoire d'amitié entre un chien et Moi j'aime beaucoup le travail graphique de Thomas Laboureau, qu'on connaissait pour les geeks, et d'autres choses. Je crois que tu avais lu des trucs qu'il avait fait lui aussi, un truc qui s'appelait Lancelot, je sais pas si tu avais lu ça toi, ou autre chose. Enfin, Détective, il a travaillé aussi avec Xavier Hanna au scénario, et c'est vrai que graphiquement il y a un beau niveau, et ça a l'air de très bien marcher. Eh bien, c'était l'appel de la forêt. Et l'appel de la forêt, c'était le dernier de notre pile. Je crois qu'on a fait notre pile dans notre timing. On est pas mal. Hein. En combien de temps ? Un peu moins d'1h30. Tu vois, on s'était mis 1h30. On a fait combien d'albums là ? Une vingtaine ? Une vingtaine, ouais. Putain, waouh ! C'est beaucoup d'émissions. Oui, quand on voit que les piles derrière toi sont toujours très très vides, il n'y a quasiment plus rien dans les étagères. Oui, totalement. On est vraiment très très vide. On a bien vidé, mais il y en a quand même toujours des masses. Hein. Trop de masse. Trop de poids. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce déroulement de piles vous aura fait du bien. Nous, en tout cas, ça nous aura allégé. On a vidé les étagères. Après, voilà. Après, il y avait un petit peu de tout. Il y a à boire, à manger dans ce qu'on a proposé. Ouais. Il y a des trucs pour les grands, des trucs pour les petits, des trucs pour les historiens. Pour les fans, pour les... Donc tout. Non, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez... Chacun trouvera son bonheur peut-être. Chacun trouvera son bonheur. Vous pourrez de quoi offrir. Et pour les plus jeunes, les moins jeunes, pas mal d'adaptations quand même, je trouve. Voilà. Voilà, on se retrouve dès la rentrée pour une émission plus classique. Où nous chroniquerons seulement 4 albums, parce que franchement, faut pas abuser. Mais peut-être qu'on va en refaire dans l'année pour vider sur les stocks. Ouais, mais faut les lire aussi, faut trouver le temps. Et avec toi, je sais pas comment tu fais pour lire autant de choses. Tu as un don. Moi, je ne dors pas, c'est pratique. Ah, c'est ça, l'absence de sommeil. L'absence de sommeil, ça si vous nous aimez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Thio dessine. Rappelle-moi ton Instagram. La galerie de Mathieu. Voilà, moi je suis présent sur le nom de La Voix des Bulles ou OneAIPier sur à peu près tous les réseaux sociaux, parce que je suis là pour faire ma com en fait, faut pas déconner. On va remercier aussi, parce qu'on ne l'a pas fait, nos tipeurs qui sont Matt Deka, Chevon, Warloff et Cobal, sans qui on ne pourrait pas faire d'émissions d'aussi grande qualité. Voilà, parce que ce sont des gens bien. Devenez quelqu'un de bien, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/La Voix des Bulles. Sur ce, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission. Peut-être des canailles BD qui vont arriver en cours d'été, parce que bizarrement les enfants sont disponibles et ont le temps de le lire, donc on va pouvoir faire des canailles BD.
Une prochaine saison, on espère faire beaucoup plus de rencontres et d'interviews, parce que c'est un de nos objectifs. On va voir si on y parvient. Et à part ça, on vous dit donc... On va peut-être essayer aussi de changer un petit peu certaines choses au sein de l'émission, mais vous verrez un petit peu les surprises Voilà. au cours d'année. Et ce qui va être fait ou pas fait. Tout dépendra. On verra. Tiendrons-nous nos engagements? Sommes-nous des politiciens ou des vrais podcasteurs? Nous le saurons plus tard. Alors je pense qu'on est des bons politiciens. Ciao à tous, bye bye. À bientôt.